Alors, bonjour, bienvenue à cette conférence qui s'intitule «La flambée des salaires peut-elle ruiner mon entreprise?» Alors, je vais dès maintenant partager mon écran. Ça ne sera pas bien long. Merci d'y participer. Donc, voilà, la flambée des salaires peut-elle ruiner mon entreprise? Grande question, très d'actualité en ce moment. Et comme chef d'entreprise, évidemment, ben, on se pose tous la question parce que la flambée des salaires a un impact énorme sur nos entreprises. Donc, premièrement, ben, je vais présenter rapidement qui est Soluflex. C'est mon entreprise. Donc, j'ai démarré Soluflex en 2008 et aujourd'hui, ben, on a une grande expertise auprès des dirigeants de PME. On a desservi plus de 1500 dirigeants de PME. On a 6 bureaux un petit peu partout dans le Québec. On a plein de ressources qualifiées, on est très fiable et on a une méthodologie qui est éprouvée pour arriver à faire de la stratégie RH. Donc, je vais laisser aller le tour de table, étant donné que c'est une présentation, qu'il n'y a pas d'interaction aujourd'hui. Le plan de match, ben, la première question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce qui explique la flambée des salaires? Qu'est-ce que la flambée des salaires? Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que l'avenir nous réserve? Quels sont les impacts sur nos entreprises québécoises? Puis comment on va s'en sortir finalement de cette situation-là? Donc, évidemment, ben, la rémunération des employés devient une source de stress importante. Donc, il faut comprendre qu'est-ce qui explique la flambée des salaires. Ben, la cause numéro un, c'est la pénurie de main-d'œuvre, évidemment. Donc, il y a une surenchère là, qui est liée à la pénurie de main-d'œuvre, comme on peut le voir sur le graphique présenté ici. Ben, c'est l'évolution du nombre de postes vacants au Québec, une source de Statistique Canada. Donc, comme vous pouvez voir, là, ça a grandement évolué depuis 2015, ça ne fait qu'augmenter et on a atteint un sommet record à la fin 2021. On a au-dessus de 238 000 postes à combler en ce moment. Donc, c'est un sommet historique. Et voici aussi un chiffre, là, ou un graphique qui est très représentatif de la situation. C'est le nombre de chômeurs par poste vacant au Québec. Donc, il y a en ce moment, là, depuis le mois de septembre 2021, il y a eu moins de 1 chômeur par poste vacant au Québec. Ce qui veut dire qu'on n'a pas assez de monde là, pour combler l'ensemble de nos postes vacants. Et les secteurs les plus impactés où il y a le plus de postes vacants, c'est tous les secteurs de l'hébergement et de la restauration. Et derrière, ben, il y a les services professionnels, scientifiques et techniques, les arts et spectacles, tous les secteurs de la fabrication. Donc, on peut voir qu'il y a un manque d'à peu près tous les secteurs d'activité, mais les plus impactés sont vraiment au niveau de l'hébergement et de la restauration. La deuxième cause, ben, c'est toute la pandémie. La pandémie a amené une grande diminution de main-d'œuvre d'un coup. Pourquoi? Parce que, bon, évidemment, il y a eu toutes sortes d'absentéisme pour maladie, où les enfants étaient malades, où les écoles étaient fermées. Donc, on le sait, il y a eu beaucoup d'absentéisme, il y a eu beaucoup de détresse psychologique. Les subventions fédérales, entre autres la PCU, là, ont duré très longtemps, peut-être un petit peu trop longtemps aux yeux de plusieurs, ce qui a eu un impact énorme sur la quantité de main-d'œuvre disponible pendant la COVID. Et l'autre sujet dont on parle moins relié à la COVID, c'est les départs à la retraite. Donc, des gens qui étaient près de prendre leur retraite, disons à 52, 53, 62, 63 ans, ont décidé d'arrêter de travailler tout simplement plus tôt parce qu'il y avait des chances d'attraper la COVID au travail, donc préféraient rester à la maison. Puis il y a eu aussi une grande remise en question de plusieurs personnes qui ont eu un déclic familial, puis se sont dit, bon, est-ce que je veux vraiment travailler 40 heures semaine dans une entreprise? Donc, il y a quand même eu beaucoup de demandes de temps partiel. Donc, des gens qui sont maintenant à temps partiel ce qui a fait diminuer la quantité de main-d'œuvre disponible.
Et l'autre cause qui a affecté la flambée des salaires, ben, c'est les retards par rapport aux autres provinces. Donc, comme on peut voir au Québec, avec le graphique présenté ici, on est un peu plus bas que l'Ontario ou l'Alberta ou la Colombie-Britannique, ou certains même on est plus bas que Newfoundland et Labrador. Donc, c'est quand même important de le comprendre parce que les gens aujourd'hui peuvent travailler à distance. Donc, on est en compétition avec un peu partout. Et l'autre chose là, qui a eu un impact important, en fait, avant de parler de l'impact au niveau du baby boomers, ben, qu'est-ce que la flambée des salaires? Qu'est-ce que ça représente? Ben, le graphique ici présente l'augmentation salariale. C'est la CPQ, donc le Conseil du patronat du Québec, qui nous fournit des statistiques annuellement. Et vous voyez, depuis 2015, là, on est passé de 2,7, 2,5 à du 3 Donc, depuis 2019, on est plus autour de 3, 3,1, 3,2. Et les dernières statistiques de la CPQ ont été sorties à la fin 2021 pour les prévisions 2022. Par contre, vous voyez, on prévoyait 3,1 en 2022. Ça a été révisé à la hausse en début 2022 par l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés du Québec, qui pensent que ça va être plus autour du 3,3, 3,5 nos observations, si on regarde l'inflation en ce moment, qui est autour de 6,5, 7 et nos observations démontrent que plusieurs dirigeants de petites et moyennes entreprises ont décidé de donner 2 augmentations. Ça va tourner, selon nous, à autour de 6, 5,5, 6 d'augmentation en 2022, ce qui est un sommet assez important. Donc, prévoyez quand même une enveloppe budgétaire peut-être un peu plus importante pour vos ajustements salariaux en 2022. L'avenir, que nous réserve l'avenir? Donc, ben, la première des choses, c'est l'inflation. Donc, au mois de mars 2022, on avait 6,7. Aujourd'hui, on est au mois de juin et on est autour encore de ces chiffres-là, 6, 7, 8 même on parle de 8 d'augmentation aux États-Unis, ce qui fait que, évidemment, ben, il va y avoir une pression sur les salaires parce que les gens vont avoir de la difficulté à payer leur loyer. Euh, les gouvernements vont poursuivre l'augmentation des taux d'intérêt pour ralentir l'inflation, ce qui fait que les gens vont avoir de la difficulté à payer, vont avoir une pression pour augmenter leur salaire. Les incertitudes liées à la guerre en Ukraine amènent une pression sur les coûts. Et le point le plus important, c'est la population active qui est en diminution. Donc, comme on peut voir sur le graphique présenté, la croissance de la population québécoise en âge de travailler est très faible. Donc, ce qu'on voit ici, c'est qu'entre 2020 et 2030, il va y avoir moins de gens qui vont entrer sur le marché du travail que de gens qui vont en sortir. Donc, la situation de pénurie de main-d'œuvre va s'aggraver, va continuer de se creuser entre 2020 et 2030. Et en 2040, on devrait être à peu près au même niveau qu'on est aujourd'hui. Donc, il faut agir maintenant. La proportion de personnes âgées de 65 ans et plus au Québec en l'an 2000, c'était 13 de la population. Et en 2035, ça va être 25 de la population qui est 65 ans et plus. Ce qui va se produire probablement, c'est qu'on n'aura pas le choix. L'âge de la retraite va probablement s'éloigner, s'étirer un peu. Et l'âge de début de travail là, risque de diminuer un peu, mais on va quand même se retrouver avec une situation où l'ensemble des baby boomers là, quittent le marché de l'emploi. Donc, les impacts sur nos PME, évidemment, ben, c'est une importante hausse des coûts fixes, ce qui va amener, sans aucun doute, une augmentation des prix de vente parce qu'à un moment donné,
les marchands, les dirigeants d'entreprise doivent refiler la facture à leurs clients. Il va y avoir une augmentation de l'endettement de certaines entreprises pour être capable de répondre à l'augmentation de ces coûts fixes-là, ce qui risque d'amener un peu de difficultés sur le marché mondial, sur la compétition du marché mondial. Oups, juste un instant, je vais vérifier quelque chose. OK, voilà. Bon, évidemment, on va avoir de la difficulté à recruter. Vous, comme dirigeant d'entreprise, ben, on est en compétition avec les grandes entreprises qui peuvent se permettre des salaires importants. Donc, on risque, ça, il faut éviter de tomber dans ce piège, d'avoir des embauches de moins de qualité, donc décider d'engager le moins pire de la gang parce qu'on n'a pas de CV, parce que ça amène plus d'erreurs, ça amène une perte de confiance de nos clients. Et l'impact le plus important, je crois, lié à la difficulté de recruter, c'est que la haute direction doit se mettre les mains dans les opérations, donc doit éteindre des feux plutôt que de travailler sur les aspects plus stratégiques de leur entreprise. Ça, c'est particulièrement nocif là, pour nos organisations. Il y a eu aussi un grand nombre de démissions pendant la COVID. Il y a beaucoup de postes vacants. Donc, comment s'en sortir de cette situation? Bien, en fait, il y a 3 grandes solutions. La première, c'est de miser sur la main-d'œuvre immigrante. Donc, d'ouvrir les valves au niveau de l'immigration. On a un peu moins de contrôle comme dirigeant d'entreprise là-dessus. C'est plus le gouvernement, à ce moment-là, doit décider d'ouvrir les valves ou non. Le deuxième élément, c'est d'investir dans l'automatisation, l'amélioration de processus, l'efficacité, la numérisation, faire en sorte que nos entreprises réussissent à faire plus avec moins d'employés. Et évidemment, bien, le troisième sujet, c'est toutes nos stratégies RH. Comment faire en sorte qu'on est meilleur pour attirer, retenir nos employés, parce que quand on retient bien nos employés, quand il y a une belle expérience employée, ben, on va être l'entreprise qui va être un aimant à employer plutôt qu'être celle qui va perdre ses employés. Donc, comment transformer cet obstacle en opportunité? Bien, je pense que c'est le bon moment de réagir et de définir une stratégie de rémunération globale complète. Donc, de commencer par, évidemment, la rémunération directe. La rémunération directe qui touche, bon, il faut avoir une bonne structure salariale, euh, système de bonification, réviser la rémunération de nos cadres et de nos employés clés, offrir peut-être même un programme d'accès à l'actionnariat. Donc, toute la rémunération directe doit être revue. Et quand on parle de rémunération directe, ben, il faut reconnaître les bons comportements. Donc, il y a beaucoup de structures salariales au Québec qui reconnaissent l'ancienneté. Puis dans le marché, bien, il y a 2 critères qui vont influencer les décisions d'augmentation salariale. C'est soit l'ancienneté ou soit la performance. L'ancienneté ou l'expérience, ben, c'est un critère qui est très objectif. Mais le problème avec ce critère-là, c'est que si j'ai 2 personnes qui ont exactement le même poste, un se donne à fond pendant toute l'année, l'autre se tourne les pouces pendant toute l'année, puis je dis aux 2, vous allez avoir la même augmentation parce que ça fait 1 an que vous travaillez chez nous. Bien, ça lance quoi comme message à mes meilleurs? Ça fait juste dire, ben, arrêtez de vous forcer, ça ne donne rien. Vous avez juste besoin de travailler chez nous 1 an, puis vous allez avoir une augmentation. Donc, c'est sûr que ça tire la performance vers le bas. C'est donc important de s'assurer que votre système de rémunération reconnaît la performance des gens. Puis quand on parle de performance, là, ce n'est pas si compliqué, je vais y venir un peu plus tard, mais la performance, ce n'est pas juste la quantité de travail puis la qualité de travail, c'est aussi les attitudes et les comportements au travail. C'est ça qui est le plus important et qui a le plus d'impact sur la performance de vos gens. Donc ça, c'est pour la rémunération directe. Ensuite, il y a toute la rémunération indirecte. Donc, les assurances, les REER, les régimes de pension, etc., etc. Très important de faire une révision puis de vous assurer que vous offrez quelque chose d'intéressant à vos employés. Les 2 autres portions en dessous, c'est un
petit peu plus négligé des fois, c'est toute la portion d'employabilité. Comment j'investis dans mon employé au niveau de sa formation, son développement professionnel? Est-ce que je paye son adhésion à un ordre professionnel, etc.? Ça, c'est toutes des choses qui font en sorte que l'employé devient plus compétent. Et après ça, bien, il y a les incitatifs supplémentaires comme les voitures fournies, les cellulaires, ça peut être du café, tout simplement, des massages sur chaise, ça peut être des gymnases, il y en a qui ont des garderies, il y en a qui ont toutes sortes d'incitatifs à travailler chez nous plutôt que de travailler ailleurs. Donc, vous voyez, dans la stratégie de rémunération, c'est un ensemble de choses qu'on va faire pour attirer les gens chez nous. Donc, voilà. Ensuite, au niveau de la rémunération directe, si je reviens à tout ça, bien, c'est important, au-delà de revoir la structure salariale, tu sais, quand on parle de structure salariale, bien, il y a deux marchés aujourd'hui. Il y a le marché des gens qui sont en emploi, qui ont des salaires à l'interne, et il y a le marché des gens qui arrivent chez vous. Donc, les nouveaux employés qui ont souvent des attentes très supérieures à ce que les employés actuels dans l'entreprise ont. Donc, c'est dangereux de créer des insatisfactions et de l'inéquité aujourd'hui. Donc, il faut revoir notre structure salariale. Il faut aller voir qu'est-ce que le marché paye aujourd'hui. Vous pouvez faire appel à des firmes externes comme Soluflex, par exemple, pour aller faire ces études-là. Et il faut voir aussi l'équité interne. Donc, l'équité externe, l'équité interne, on fait un mix de ces deux choses-là, puis on se fait un bon plan de match parce qu'on veut éviter justement d'être en dehors du marché. Et au niveau de la politique de bonification, ici, bien, il faut bonifier les bonnes choses. Donc, il faut que notre politique soit très claire. Moi, je privilégie l'approche de dire, bien, quand on veut augmenter les salaires des employés, on va se baser sur la performance individuelle de nos employés. Et quand on veut donner une bonification à nos employés, donc dans notre politique de bonification, on va clarifier le fait que le bonus va être représentatif de la profitabilité de l'entreprise. Ça veut dire que si l'entreprise n'est pas profitable, bien, il n'y aura peut-être pas de bonus cette année, même si tout le monde a travaillé très fort. À l'inverse, si on a été très profitable, bien, ça se peut que les bonus soient plus élevés pour tout le monde. Et c'est important aussi dans votre politique de bonification d'inscrire là-dedans quels sont les critères d'admissibilité à la bonification. C'est important de clarifier vos attentes, comme j'en parlais tantôt, au niveau de la structure salariale, au niveau de la performance de vos gens. Si les attentes ne sont pas claires, si vos valeurs sont mal définies, si les comportements que vous vous attendez ne sont pas clairs, très difficile de prendre des décisions au niveau salarial à ce moment-là, parce que, bon, je vais vous parler maintenant des meilleures pratiques. Quand on évalue, quand on prend des décisions en fonction de la performance, bon, on va évaluer, comme je le disais plus tôt, la quantité de travail et la qualité de travail. Puis ces deux choses-là, c'est assez simple parce que c'est mesurable, c'est observable. L'élément qui est le plus compliqué, c'est d'évaluer et de mesurer des comportements. Donc, quelles sont vos attentes en termes de comportement de vos employés? Ça, c'est difficile d'être très clair par rapport à ça. Puis, tu sais, nos attentes, dans le fond, vous, comme propriétaire d'entreprise, ce qui vient vous chercher dans votre cœur quand ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas avec un employé, ben, ce n'est pas compliqué, c'est toujours associé à vos valeurs fondamentales. Si, par exemple, votre valeur fondamentale, c'est d'avoir de l'initiative ou de l'autonomie, ben, qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans le quotidien de vos employés? Ça veut dire, par exemple, ben, à chaque fois que vous faites face à un obstacle ou une problématique, amenez-moi 2 idées. Si vous amenez des idées, ben, mettez-les en place de façon autonome. Donc, c'est ce genre de comportement-là qu'on va vouloir définir, qu'on va vouloir donner clairement à nos employés et à nos gestionnaires. Parce que l'évaluation de la performance, donc je dis reconnaître la performance, ça ne se fait pas juste une fois par année. Ça se fait à tous les jours, à toutes les semaines. Il y a des bons coups qui arrivent, il y a des moins bons coups. Puis quand vos valeurs sont bien définies, puis des valeurs, là, on n'en a pas 25, hein, on en a habituellement 4 ou 5 maximum, que ça, c'est des non négociables
quand tu travailles chez nous, il faut que tu fasses preuve, par exemple, de travail d'équipe, d'initiative, etc., etc., etc. Bon, une fois que ça c'est bien défini avec des comportements associés, ben, vos gestionnaires de premier niveau sont capables d'observer ces choses-là pendant l'année, puis après ça, venir appuyer de la reconnaissance ou du feedback, appuyer sur vos valeurs. Donc, ça, c'est beaucoup plus facile à la fin de l'année euh, de, de- de- de reconnaître ou plutôt de prendre des décisions salariales basées là-dessus. Puis le dernier point que je mets ici, c'est très important, augmenter les salaires des gens avant que les employés vous le demandent. Vous allez voir, l'impact est totalement différent. Mettez-vous dans la peau de quelqu'un qui est obligé d'aller négocier, d'aller quémander une augmentation de salaire, à quel point c'est désagréable, puis à quel point, même s'il obtient son augmentation, le sentiment n'est pas le même que si on dit à l'employé, regarde, tu as bien performé cette année, je te donne une augmentation parce que tu le mérites. Donc là, le sentiment de reconnaissance de l'employé est beaucoup plus fort et vous allez avoir un impact là, auprès d'eux. L'autre chose qui est très important et qui est une belle opportunité, je pense que c'est le temps de devenir un top employeur. Les top employeurs de nos jours sont ceux qui vont attirer parce qu'il y a un paquet d'entreprises, vous le savez, là, qui vont avoir de la difficulté à retenir leurs employés parce qu'ils n'ont pas les bonnes pratiques de gestion interne. Et puis ces entreprises-là qui perdent leurs employés, ben, ces gens-là s'en vont quelque part pareil, là. Ils vont aller dans des entreprises où est-ce qu'il y a une bonne réputation, où est-ce que les employés ils ont une expérience agréable, puis ils vont en parler en bien à leurs amis, à leur famille, à leurs cousins, à leurs cousins, ce qui fait qu'on va attirer des gens chez nous. Fait qu'un top employeur, il y a plein de leviers d'attraction. Ça peut être les types de projets que vous faites, ça peut être la situation géographique où vous êtes, ça peut être des bénéfices non monétaires, des horaires flexibles, des vacances, des voyages, des gyms, garderies, etc. Donc, tu sais, c'est un peu l'ensemble de la rémunération dont je vous parlais tantôt. Et en plus, on ajoute tout ça, les meilleures pratiques RH. Donc ça, je vais vous en parler rapidement, mais les meilleures pratiques RH deviennent un must pour être un top employeur de nos jours et faire face à la flambée des salaires, faire face à la pénurie de main-d'œuvre. Euh, les entreprises qui vont être capables de mettre en place l'ensemble de ces choses-là vont s'en sortir. Les autres risquent d'avoir de la misère. Donc, les meilleures pratiques RH, bon, ben, est-ce que parmi vous, faites-vous un diagnostic d'engagement, un diagnostic de satisfaction une fois par année ou une fois aux 2 ans? Ou peut-être que vous avez déjà instauré un système de diagnostic en continu d'engagement. Ça, c'est bien aussi. Les meilleures pratiques, c'est vraiment de prendre une photo une fois par année, de regarder, bon, ben, qu'est-ce que les gens aiment, qu'est-ce qu'ils aiment moins, et d'aller faire des focus groups avec par rapport avec les employés pour connaître les solutions d'amélioration relatives aux éléments qu'ils aiment moins. Comme ça, avec un focus group, les focus group, la meilleure pratique, je prêche pour ma paroisse, là, mais c'est d'utiliser une firme externe. Parce que la firme externe va avoir un œil neutre. Les employés vont se sentir en confiance, vont sentir que c'est un processus qui est anonyme et confidentiel. Et ça permet de sortir des meilleures idées, puis d'avoir la vraie réalité de ce qui se passe. Puis avec ça, ben, on bâtit un plan de match avec des solutions d'amélioration. Euh, Vos méthodes de recrutement aussi, il faut réviser vos méthodes de recrutement, s'assurer que vos affichages, votre processus fait un effet wow, pas juste à l'accueil et l'intégration, mais même dans votre recrutement. Donc, ce qu'on appelle l'expérience candidat. Ça a un gros impact sur votre image d'employeur. Donc, est-ce que, par exemple, est-ce que vous appelez verbalement les candidats qui ne sont pas sélectionnés? Sinon, commencez à le faire. Est-ce que vous avez des études de cas? Est-ce que vous avez des tests psychométriques? Est-ce que vous avez des filtres qui vous permettent de dire, OK, quand moi j'engage un employé, je suis passé à travers tout un processus qui n'est pas facile nécessairement. Vous allez me dire, oui, mais c'est contradictoire, je n'ai pas de candidat, puis je ne réussis pas à recruter personne.
Effectivement. Sauf qu'un candidat, si vous en avez juste un, puis que vous le passez à travers tout un processus de sélection, l'image que ça va lancer, c'est wow, OK, j'arrive pas dans une entreprise tout croche qui laisse passer n'importe qui. Si je réussis à rentrer dans cette entreprise-là, c'est parce que je suis hot, parce que j'ai passé à travers toutes les étapes, puis je suis rendu, ils m'ont sélectionné puis, pour faire partie d'une équipe. Donc, ça veut dire que dans l'entreprise, ça doit tout être des tops. Donc, je vais m'arranger pour être bon. Puis le message se passe par la suite pour dire hey, wow, si tu réussis à rentrer dans cette entreprise-là, c'est parce que tu es un top. Donc, vous voyez un peu là, toutes les méthodes de recrutement, l'image que ça peut lancer dans le marché. L'autre chose, c'est l'accueil d'intégration. Il faut créer un effet wow parce qu'à la première journée, les statistiques démontrent que 90 de la décision de rester ou de quitter une entreprise, ça se passe la journée 1. Vous avez peut-être déjà vécu des situations où est-ce qu'un employé est arrivé, puis il a juste décidé de ne plus revenir sur l'heure du dîner ou pendant sa pause. Bien, probablement que votre processus d'accueil et d'intégration n'est pas, euh, n'est pas optimal. L'autre chose que je voulais vous montrer, c'est le guide de l'employé mobile. Donc, le guide de l'employé mobile, bien, je vais vous le montrer très rapidement, mais vous vous souvenez, le fameux manuel d'employé papier qu'on a tous et toutes quelque part sur le coin d'une table dans la cafétéria, puis qui est très peu consulté, bien, on l'a transformé chez Soluflex en version mobile. Donc, ça, c'est celui de Soluflex. Donc, vous le voyez, je l'approche de la caméra un peu, là. Il est en version mobile. On voit ici les nouveautés de l'entreprise. On voit un nouvel employé qui arrive, va cliquer sur la section Bienvenue à bord. Et dans cette section-là, je vais vous montrer rapidement. Voilà. OK. Va avoir accès à une vidéo de présentation. Donc, ça, c'est celui de Soluflex, mais on peut aussi développer le vôtre à votre image, votre logo, vos processus, vos règlements d'entreprise. Puis, on va retrouver là-dedans l'ensemble des politiques de l'organisation. Les employés peuvent le consulter n'importe où et un nouvel employé qui arrive va avoir accès à toutes les informations euh, de l'entreprise, tous les règlements et les politiques du bout des doigts. Donc, le commentaire qu'on a par rapport à cet outil-là, c'est que c'est beaucoup plus consulté et un nouvel employé qui arrive chez nous ou chez un des clients chez qui on a développé la même chose, ça fait vraiment un effet wow. Puis en télétravail, c'est merveilleux. Donc, c'est vraiment un bel outil, je pense, que vous pouvez instaurer rapidement dans votre entreprise. Bon, on a parlé de rémunération globale tantôt, d'appréciation de performance également. C'est important d'avoir aussi un processus de développement de nos hauts potentiels. Donc, comment je fais pour faire évoluer mes gens, mes personnes clés dans l'entreprise? C'est important. Donc, et aussi d'avoir une planification stratégique d'équipe. Tu sais, on parle de transparence. Moi, je suis un grand fervent de la transparence, d'impliquer les employés dans nos décisions pour qu'ils comprennent où est-ce qu'on s'en va, d'avoir une bonne communication autour de ça, de faire des rencontres trimestrielles où est-ce qu'on va présenter les nouveautés, les chiffres, toutes sortes de choses. Donc, ça, ça fait partie des meilleures pratiques, donner des formations, etc., etc. Donc, il y a un paquet d'éléments. D'être un top employeur, ce n'est pas juste un ou deux trucs qu'on va faire là-dedans, c'est un ensemble de choses et il faut qu'il y ait, le mot d'ordre, là, il faut qu'il y ait de la cohérence. Si je dis que j'aimerais, en fait, dans mes valeurs, parce que je vois beaucoup de clients, là, tu rentres à l'accueil, puis les valeurs sont écrites là, derrière la secrétaire, puis tu te rends compte, après un certain nombre de mois, que les valeurs ne fitent pas pantoute avec la réalité, parce que mettons, le meilleur exemple, c'est la communication. Souvent, on va voir ça comme valeur, communication, mais le problème, c'est que les dirigeants sont de très mauvais communicateurs. Puis c'est comme si certaines entreprises mettent des valeurs qu'ils aimeraient être, mais ce n'est pas ça leur vraie valeur. Donc, c'est important d'avoir une cohérence, le walk the talk, comme on dit. Donc, pour terminer, bien, écoutez, ça fait le tour. Je vous invite
suite à cette conférence-là, cet petit atelier-là, de faire l'autodiagnostic de vos stratégies RH. Donc, vous allez obtenir le pouls très rapidement, 10 questions, ça prend 2 minutes à faire sur le site de soluflex.net. Donc, vous allez voir, page d'accueil, il y a un autodiagnostic et ça va vous donner un beau portrait. Et sachez qu'en terminant, tous les projets que vous seriez intéressé à travailler avec Soluflex peuvent faire l'objet de subventions par Service Québec, si jamais vous êtes intéressé à travailler avec nous, pour vous aider dans les différents défis, les enjeux RH qui vous interpellent. Puis, si vous voyez cette conférence-là, simplement le mentionner quand vous appellerez au bureau pour avoir une rencontre d'1 heure totalement sans frais avec moi ou un de mes collègues. Donc, merci pour votre temps. Ça me fait plaisir de partager ces statistiques-là avec vous et bonne fin de journée.